Bonjour, dans la vidéo précédente nous avions abordé les caractères communs à toutes les vertèbres lombaires. Dans cette vidéo nous allons aborder les caractères spécifiques de la cinquième vertèbre lombaire et ce qui la distingue donc de ses homologues supérieurs. La dernière vertèbre lombaire participe de la charnière lombo-sacrée et à ce titre est une vertèbre de transition, donc il y a des caractères communs bien sûr. Et nous aborderons l'anatomie fonctionnelle de cette charnière lombo-sacrée dans une vidéo ultérieure. Nous allons donc représenter différentes vues de cette vertèbre pour appréhender toutes ses particularités. Donc tout d'abord, nous allons commencer par une vue latérale où nous allons placer le sacrum. J'oriente mon schéma, j'y pense tout de suite. Voilà, ici c'est crânien et ici c'est ventral. Alors tout d'abord, je trace une ligne droite, une ligne horizontale, puis une deuxième ligne qui fait un angle d'environ 45 degrés et qui va correspondre au degré d'inclinaison du plateau, on va dire du promontoire sacré du sacrum, qu'on va représenter en partie ici en vue latérale. Ici, très schématiquement, voilà, on a le sacrum en vue latérale, comme je viens de le dire, et ensuite on va avoir la face inférieure du corps de la cinquième vertèbre lombaire qui, elle, va être inclinée dans un plan qui fait environ 35 degrés. Bien sûr, c'est des chiffres moyens qui sont susceptibles de varier d'un individu à l'autre. Et donc, entre ces deux plans obliques, on a un espace d'environ 10 degrés où vient se situer, où on retrouve le disque intervertébral L5 et 5 qui va donc être plus épais à sa partie antérieure qu'à sa partie postérieure. Bon là, j'ai peut-être été un peu généreux sur la longueur, voilà, on raccourcit comme ceci. Ensuite, du coup, on va retrouver la face inférieure du corps de L5 qui ne va pas avoir la même inclinaison que sa face supérieure. De cela va résulter comme conséquence que le corps de la vertèbre est cunéiforme dans le plan antéro-postérieur. Donc c'est-à-dire que son mur antérieur ici, la hauteur du mur ici, H, est plus grande que petit h ici. Voilà, comme ceci. Voilà pour la première particularité de L5 par rapport aux autres vertèbres lombaires qui, elles, avaient un corps, si on représente L4, un corps beaucoup plus rectangulaire. En arrière, on va retrouver les pédicules. Alors, juste avant, on va placer ici les surfaces articulaires lombales du sacrum, de la partie postérieure du sacrum. Et ici, je vais terminer de représenter la partie haute du sacrum. Ici, on ne représentera pas la partie basse, avec, on aperçoit ici, les foramen sacrés postérieurs, ici. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir enfin placer le pédicule de la cinquième vertèbre lombaire, toujours aussi épais que ses homologues supérieurs. Ensuite, on représente les processus articulaires postérieure, et donc partie d'abord supérieure ici, et la partie inférieure qui aura pour particularité de s'écarter largement latéralement, comme on le verra sur une vue postérieure, et de se frontaliser, c'est-à-dire que les surfaces articulaires vont se frontaliser, mais on verra ça mieux sur une autre vue. Et ensuite, on va avoir la transverse qui ici va être plus courte, parce qu'elle est souvent gênée par la présence en dehors de l'ilium, des ailes iliaques, tout simplement, mais qui va être beaucoup plus trapu et de forme grossièrement triangulaire. En arrière, on retrouve ensuite les lames et l'épineuse, qui est aussi massive que ses homologues, mais qui est un petit peu plus courte. Et ensuite, ici, on va retrouver en bas, voilà, la crête sacrée médiane avec l'équivalent justement des processus épineux, des vertèbres soudées
du sacrum. Voilà sur la vue latérale. On a ici le trou de conjugaison qui va laisser passer la racine, enfin le nerf rachidien L5, hein, et qui va retrouver le nerf rachidien L4 et former le tronc lombo-sacré. Une fois qu'on a vu cette vue-là, on va la voir en vue supérieure. On va pouvoir représenter comme ceci. Voilà. Ici c'est l'avant, c'est ventral, et ici c'est latéral gauche. Donc on a effectivement le corps massif, donc c'est vraiment L5 qui a vraiment le plus gros corps vertébral, hein, donc son diamètre antéro-postérieur est très important, et c'est une vertèbre, donc c'est un corps vertébral très massif. On retrouve le foramen vertébral ici, et ensuite ici on va avoir les pédicules qui se poursuivent par les processus transverses, et en dedans et à la partie supérieure, on va pouvoir représenter ici les facettes articulaires supérieures, comme ceci, des massifs articulaires. Voilà. Qui s'articulent donc avec leurs homologues au niveau de L4. Et ensuite, on va avoir ici la formation des lames, et on va apercevoir aussi les surfaces articulaires inférieures du massif articulaire, qui, comme je vous l'ai dit, se sont vraiment latéralisées et aussi frontalisées. Ce qui fait qu'effectivement on est plus sur des articulations de type surface plane au niveau L5 et S1, au niveau justement de la jonction des articulations zygapophysaires. Enfin, en tout cas, il y a un aplanissement des surfaces articulaires. Voilà. Et du coup, une latéralisation des processus articulaires postérieurs inférieurs. Et ensuite, donc, on a les lames ici, qui, on l'avait vu, sur la vidéo précédente, que plus on descend, plus les lames effectivement s'épaississent latéralement, et c'est en partie dû au fait que effectivement les processus articulaires se latéralisent aussi. Donc voilà pour la vue supérieure. Nous allons pouvoir aborder la vue antérieure maintenant, pour aborder quelques éléments, on va dire, de variation morphologique, avec notamment la sacralisation ou l'hémisacralisation de la 5e vertèbre lombaire. Hein, c'est un cas qu'on peut observer. Donc je vais tout d'abord représenter très schématiquement un sacrum en vue antérieure. Avec le coccyx ici, comme ceci. Les foramen sacrés antérieurs, ou trous sacrés antérieurs, comme ceci. Le promontoire sacré, les ailes du sacrum, et la face antérieure de la 5e lombaire, comme ceci. On peut représenter ici le disque intervertébral, beaucoup plus épais à sa partie antérieure, comme on l'a vu. Et du coup, effectivement, dans certains cas, on observe soit la présence d'une ce qu'on appelle une méga transverse, c'est-à-dire un processus transverse très important, qui peut même s'articuler avec l'aile du sacrum, donc former une articulation rudimentaire avec justement le sacrum, et parfois même avec l'aile iliaque, qui est à proximité ici. Et dans d'autres cas, on peut avoir une ossification complète de cette méga transverse, qui donne donc, bon ici là on a la gouttière
qui parcourt de chaque côté les ailes du sacrum, de part et d'autre du promontoire sacré, où passe effectivement le cinquième nerf rachidien, rejoint par le quatrième pour former le tronc lombo-sacré. Et du coup, effectivement, ici, on a parfois donc la soudure, l'ossification entre effectivement la transverse et l'aile du sacrum, ce qui donne une hémisacralisation de L5. Et dans certains cas, c'est une sacralisation complète, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucune surface articulaire ici entre la mégatransverse, elle est ossifiée aussi de ce côté-là. Et donc bien sûr, d'un point de vue fonctionnel, ça change pas mal de choses. Mais on abordera ça dans une vidéo ultérieure. Et ça à noter aussi que ces variations morphologiques à type de mégatransverse ou de sacralisation ou d'hémisacralisation sont souvent imputées comme la cause des douleurs dans ce qu'on appelle le syndrome de Bertolotti. Voilà. Bien qu'il n'y ait pas forcément de corrélation entre la présence de variations morphologiques au niveau de L5 et du sacrum, enfin de la jonction lombo-sacrée, et les douleurs caractéristiques de ce fameux syndrome de Bertolotti. Voilà, pareil, ça fera l'objet d'une autre vidéo certainement. Et ensuite, un mot également sur la vue postérieure de la cinquième lombaire. Donc on représente ici les processus épineux. À la partie médiane centrale, on représente pas les processus épineux, pardon, je me suis trompé, les processus articulaires, partie supérieure, surface articulaire supérieure, ici on aperçoit les surfaces, les tubercules mammillaires ici, à la partie postérieure, voilà. Ensuite, latéralement, plus en avant, on retrouve les fameuses transverses. Et ensuite, ici, donc, on a, voilà, dont on aperçoit vraiment, là, je l'exagère peut-être un petit peu, mais voilà, on représente la latéralisation, hein, comme on l'avait montré sur l'autre schéma. Donc effectivement, des surfaces articulaires qui viennent donc se caler, se poser à la manière d'un skieur en chasse-neige. Hein. Effectivement, l'écart assure le maintien dans le plan frontal. Voilà, au niveau du sacrum, ici on est sur voilà, la crête sacrée médiane, et effectivement on a ici la butée osseuse de ces processus articulaires contre les surfaces articulaires correspondantes au niveau du sacrum, ici. Voilà, comme ceci, on peut représenter le corps de la vertèbre, L5 ici, voilà. Ce qui nous permet de terminer en évoquant également quelques notions à propos de ce qu'on appelle le spondylolisthésis, qui est très fréquent au niveau de la cinquième vertèbre lombaire, de par sa situation fonctionnelle particulière, donc à savoir vertèbre de transition, vertèbre jonctionnelle entre une région plutôt mobile et une région beaucoup moins mobile. Et effectivement, l'inclinaison du sacrum n'y est certainement pas pour rien. Donc effectivement, qu'est-ce qu'un spondylolisthésis? Un spondylolisthésis, c'est un glissement de la cinquième vertèbre lombaire, enfin d'une vertèbre, hein, de manière générale, mais en particulier ici, et cas le plus fréquent, c'est L5. Effectivement, si je représente schématiquement à nouveau un sacrum, et bien effectivement, l'antélisthésis ou spondylolisthésis se caractérise par le glissement du corps de L5 vers l'avant, comme ceci, et cela est la conséquence d'une ce qu'on appelle une lise ismique, une lise de l'isthme de la vertèbre. Donc en fait, on a une fracture
enfin on a une lisse, donc comment dire, une solution de continuité au niveau de l'isthme vertébral, ce qui fait qu'on a effectivement ici la partie antérieure de la vertèbre et une partie de l'arc postérieur qui s'antériorise, parce que justement ils n'ont plus aucun maintien. Voilà, ici ils n'ont plus de maintien au niveau justement de l'isthme, et du coup ils ne profitent plus de la résistance exercée par justement les butées osseuses ici du sacrum face au processus articulaire inférieur de la 5e vertèbre lombaire. Donc je ne rentre pas dans les détails outre mesure, mais il faut noter qu'il y a différents stades d'évolution de l'antélisthésis, et qu'effectivement d'un point de vue paraclinique, la vue de profil est souvent suffisante à identifier cette antélisthésis, mais parfois effectivement dans le stade précoce c'est un petit peu plus dur de l'identifier, et il y a effectivement un signe paraclinique qui est intéressant en radiologie, c'est ce qu'on appelle le signe du petit chien ou chien de la chapelle, où effectivement sur un cliché de 3/4 qui passe dans les rayons X vont passer par le pédicule de la vertèbre du côté incriminé, hein, quand on a une suspicion sur un côté éventuellement, ou alors on fait souvent les deux côtés pour s'assurer que les lames, effectivement, qu'il n'y a pas une lise bilatérale. En tout cas, ça nous donne cette image du petit chien de la chapelle. Je vais représenter ici. Donc là, on est sur une vue de 3/4 en radiologie. Donc on aperçoit ici le corps de la vertèbre en fond. Et ici, on va avoir donc les rayons qui vont passer à travers le pédicule, vraiment dans l'axe du pédicule qui va se retrouver en fuite. Et du coup, cette zone hyperdense va effectivement constituer l'œil d'un petit chien, voilà, dont le museau, ici on a à gauche, sera en fait la transverse. L'oreille supérieure ici sera le processus articulaire postérieur, partie supérieure, donc la facette supérieure du massif articulaire. Ensuite on a l'autre facette articulaire supérieure, et en dessous les deux pattes ainsi que la queue seront constituées donc par les pédicules articulaires, enfin les surfaces articulaires la partie inférieure du pédicule articulaire ou du massif articulaire, et la queue par la transverse controlatérale, ce qui donne voilà un petit chien. Et ce qu'il faut observer, c'est si au niveau du cou de ce petit chien ici, on a un trait de fracture, car si tel est le cas, cela signifie qu'on a cette fameuse lise isthmique, hein. Donc c'est particulièrement vrai pour la 5e vertèbre lombaire, en cas de suspicion effectivement de spondylolisthésis, mais ce signe radiologique est applicable aux autres vertèbres bien sûr, hein, surtout les lombaires. En cas de suspicion de fracture par exemple, tout simplement, et bien effectivement il faut toujours observer s'il n'y a pas eu une fracture également à ce niveau-là. Petit mot supplémentaire, ce qui va retenir effectivement le corps de L5 en avant, enfin ce qui va l'empêcher d'accentuer encore plus ce glissement, cette antélisthésis, c'est différents éléments, on va dire fibreux, aponevrotiques, qui entourent la vertèbre, donc, et musculaires aussi. Donc on va avoir effectivement le LVCA, le LVCP, etc. Toutes les formations ligamentaires communs à toutes les vertèbres, mais on aura également à ce niveau-là, bon bien sûr en arrière, les muscles paravertébraux qui sont encore accrochés à l'arc postérieur qui vont le maintenir, le disque intervertébral, et on aura aussi la présence ici de ligaments, des ligaments ilio-lombaires. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des ligaments ilio-lombaires ici, mais notez qu'effectivement à cet endroit-là, pareil, si je représente à nouveau un sacrum
en vue antérieure, voilà, avec comme ceci, les ailes iliaques, comme ceci, voilà. On va avoir ici la 5e lombaire, la 4e. On représente ici les transverses, et effectivement ces transverses vont être arrimées par des formations ligamentaires qu'on appelle donc les ligaments ilio-lombaires, donc surtout au niveau L5 mais un petit peu aussi au niveau L4, ce qui fait en général participer la 4e vertèbre lombaire à la charnière lombo-sacrée, mais ils sont nettement moins importants, nettement moins puissants que les ligaments ilio-lombaires de L5 qui sont les plus importants. Et donc effectivement la présence de ces ligaments-là permet un arrimage beaucoup plus important de la dernière vertèbre lombaire au niveau des ailes iliaques, et du coup empêche le glissement, puisque cela se fait au niveau de la transverse, du sommet de la transverse. Effectivement, on a des renforts latéraux qui effectivement empêchent le glissement antéro-postérieur de la vertèbre. Et la présence de ces ligaments est liée à la fibrose des fibres les plus profondes du muscle carré des lombes. C'est une fibrose qui apparaît vers l'âge de 7-8 ans, et du coup effectivement, comme on peut le voir, cela constitue un élément de stabilité supplémentaire au niveau de cette charnière lombo-sacrée. Voilà, je vous remercie de votre attention, au revoir.